Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une motion de soutien adressée à Paul Biya divise des syndicats de transport routier au Cameroun. Certains ne se reconnaissent pas du tout à travers cette initiative. Ils dénoncent l'imposture des signataires de cette motion de soutien. Vous les écouterez dans ce journal exprimer leur intérêt à suivre davantage les programmes des autres 8 candidats à cette élection présidentielle. Le plan d'industrialisation de l'Afrique centrale est-il voué à l'échec? Les experts des Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Les stratégies d'industrialisation présentent de nombreuses défaillances, parmi lesquelles le modèle de financement. On en parle dans le chapitre économie du journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette messe pontificale en la mémoire de Kadji de Fosso Joseph, capitaine d'industrie, bâtisseur et patriarche décédé le 23 août 2018. La cathédrale Saint-Pierre et Paul a vu une mobilisation particulière des personnalités de premier plan, mais aussi la famille du défunt, pour multiplier les prières durant cette messe dite par l'archevêque métropolitain de Douala. Reportage Éric Martial Ndjomo. Une foule importante dans l'enceinte et aux alentours de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Pour rendre un dernier hommage au patriarche Joseph Kadji de Fosso, employé du groupe, partenaire, homme d'affaires, autorités traditionnelles, religieuses et administratives, ou encore simples curieux, ont investi ces lieux, parés à l'odeur du défunt. Parmi les arrivées remarquables, celle de son éminence, le cardinal Christian Toumi, celle du gouverneur de la région du littoral et surtout celle du représentant du chef de l'État, le président du Sénat. La dépouille du capitaine d'industrie peut alors faire son entrée. Une entrée fortement acclamée pour les œuvres et les mérites de Fuatoula Kadji de Fosso. Durant la messe de circonstance, l'archevêque Samuel Cléda insistera justement sur le passage très remarqué sur terre de Joseph Kadji de Fosso en termes d'exemple, et plus encore sur la nécessité de prier pour le repos de son âme et la vie après la mort. La famille du défunt, prenant la parole, a remercié l'assistance pour le soutien et l'accompagnement depuis le décès. Les uns et les autres gardent de lui des images positives et l'impact indélébile de Joseph Kadji de Fosso dans leur vie. J'adresse toutes mes condoléances à l'ensemble du personnel du groupe Kadji, du groupe UCB, et je leur dis vraiment toute ma compassion et toute mon amitié. Nous ne pouvons pas remplacer un visionnaire tel que M. Kadji était, donc nous sommes vraiment désolé de cet passage et nous prenons cœur de ce qu'il a laissé avec nous. Vous savez, il était un des visionnaires qui a commencé à convertir tout ce qui est comme matériaux local, naturel venant de Cameroun. C'est vraiment un des visionnaires qui a démarré Made in Cameroun. Tout ce qu'on a à faire là, c'est célébrer. Il a fait tout ce qu'il a fait pour ce pays. Vous pouvez compter tout que emploie le groupe Kadji. Et c'est tout le Cameroun qui est fier de l'accompagner. C'est un privilège pour nous les jeunes de travailler avec lui. C'est un privilège pour nous d'apprendre à ses côtés. Il nous a appris les théories jamais apprises dans des écoles, telles que comment investir. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait des études et qui a pu investir comme ça veut dire que la théorie qui nous dit pour faire le choix des investissements, lui il l'avait dans la tête. Il n'avait pas besoin de lire tous les grands penseurs, mais lui il a pensé, il a réfléchi. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle théorie qu'on doit prendre dans les écoles.
La dépouille reprendra le chemin de la résidence de Bonanjo pour la grande veillée avant le voyage final pour le village natal Bana. Parlons maintenant de ces funérailles de Kofi Annan qui ont mobilisé plusieurs chefs d'État et de gouvernement au Ghana, des funérailles nationales durant 3 jours pour saluer la mémoire du prix Nobel de la paix et ancien secrétaire général de l'ONU. Il doit être inhumé ce jeudi du côté du Ghana. Alors que le pays est confronté à une crise financière et économique, le gouvernement a choisi de ressusciter le libéralisme communautaire, un livre dont l'auteur Paul Biya était absent lors de la dédicace de l'édition actualisée à Yaoundé, mais tout le gouvernement s'est mobilisé pour défendre cette idéologie politique dans la perspective de l'élection présidentielle. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Après une première vie très populaire dans la deuxième moitié des années 80, pour le libéralisme communautaire, le livre signé de Paul Biya avait quelque peu perdu de sa superbe. Les bourrasques du multipartisme et les aléas de la vie politique, faits de mutations récurrentes, n'en faisaient plus la référence idéologique absolue, comme cela fut le cas longtemps entre 1987 et 1990. En effet, véritable vade-mecum du RDPC et des cadres du renouveau, ce livre s'apparentait en quelque sorte au livre rouge de Mao Tse-tung en Chine. Passé cette période glorieuse, on avait presque oublié pour le libéralisme communautaire. Mais voici qu'en un élan inattendu, l'éditeur Pierre-Marcel Favre reçoit une médaille et dans la foulée, le livre est réédité. Dans la nouvelle édition, sur la forme, on note une rupture nette en première de couverture d'avec l'édition précédente. C'est désormais la photo d'un Paul Biya souriant qui succède à celle neutre et plus en retrait de l'édition de 1987. Dans le fond, aucun changement notable n'est introduit, le socle du livre reposant toujours sur la vision développée par Paul Biya autour des apports communautaires dans l'évolution du Cameroun. Quel but vise finalement cette démarche? Il faut croire que cette nouvelle édition permettra de meubler la campagne du candidat Paul Biya, exercice dans lequel il peut être difficile de se renouveler avec une énième campagne électorale après 36 ans de pouvoir du locataire des tout dit. Quant à l'intérêt stricto sensu de la réédition qui obéit aux règles de la demande du marché, y compris pour les études, et la qualité d'œuvres majeures reconnues, il n'est pas certain que pour le libéralisme communautaire répondent à ces critères. Mais au moins, les militants, sympathisants et soutiens du président Paul Biya feront connaissance avec un livre entré dans les annales politiques du Cameroun. Parlons à présent de cette dédicace de la réédition du libéralisme communautaire, un livre dont l'auteur est Paul Biya. Le gouvernement qui s'est mobilisé pour défendre cette idéologie politique dans la perspective de l'élection présidentielle. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Cela avait tout l'air du lancement de la campagne du candidat Paul Biya. Pas moins de 18 exposés dans une salle occupée par la quasi-totalité du gouvernement, des directeurs généraux, des parlementaires et autres hauts cadres de l'administration, tous des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Chacun des intervenants est allé de son verbe pour vanter les réalisations du renouveau dans son secteur d'activité. Par exemple, en 1987, l'économie numérique n'existait pas. Il a bien fallu, par exemple, que le président Paul Biya parle de l'économie numérique. En 1987, il y avait une seule université au Cameroun. Aujourd'hui, il y en a 8 universités d'État et 242 instituts privés d'enseignement supérieur. Il y avait une seule faculté de médecine. Aujourd'hui, il y en a 9. Il y avait une seule école normale supérieure. Aujourd'hui, il y en a 4. Il y avait une seule N7. Aujourd'hui, il y en a 4. Il y avait une seule école nationale supérieure polytechnique. Aujourd'hui, il y en a 4. Si nous ajoutons la faculté de génie industriel de l'université de Douala. Pour le libéralisme communautaire, dans sa nouvelle version, se veut une réappropriation du socle doctrinal du renouveau. Mais on a cherché en vain les traces de l'auteur, du reste absent à la dédicace, dans les 165 pages de l'ouvrage. Cette édition actualisée est dédicacée à la veille de l'entrée en campagne électorale.
Au RDPC, l'on est conscient que tout n'est pas acquis au président candidat et qu'il y a des voies à conquérir. Donc les choses ont évolué et il était tout à fait normal que le président de la République précise que, l'idéologie, le socle doctrinal n'a pas varié, mais les actions se sont enrichies. La dimension stable révèle l'intégrité, la probité d'un homme d'État qui est constant dans ses convictions. La conviction forte, la conviction la plus évidente et la plus éminente étant que l'homme est la priorité la plus ardente du président Paul Biya. Si le discours de 1987 avait fait rêver au sein de l'opinion, l'on se demande si celui de 2018 fera pareil. À chacun de faire son bilan à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Une motion de soutien adressée à Paul Biya qui divise les syndicats des transports routiers au Cameroun. Certains ne se reconnaissent pas du tout à travers cette initiative. Ils dénoncent l'imposture des signataires de cette motion de soutien. Ces transporteurs routiers disent être plus intéressés à suivre les programmes des autres candidats à l'élection présidentielle. L'Afrique qui a mal à son industrialisation, la stratégie de création des structures de transformation locales des matières premières est vouée à l'échec. C'est en tout cas le constat que font des experts des Nations Unies réunis à Douala. Ils pointent un doigt accusateur sur le modèle de financement inapproprié pour le développement industriel du continent africain. Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Jusqu'en 2016, le comité intergouvernemental d'experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a formulé des recommandations pour booster la transformation des économies du continent par l'industrialisation entre autres. La mise en œuvre de ces mesures bute notamment sur l'absence de financement adéquat. Malgré leur surliquidité, les banques hésitent à offrir des crédits aux industries. On parle de ressources courtes. L'industrie ne se finance pas sur une épargne qui est essentiellement quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, parce qu'à la vérité, qu'est-ce qui est déposé dans nos banques? Ce sont des ressources qu'on va rapidement solliciter. L'industrie se finance par des ressources beaucoup plus longues. Il faudrait pouvoir, si on veut financer une industrie, qu'on accorde des crédits sur des années. Ce financement des industries sur une longue échéance pourrait en priorité être orienté vers les structures nouvellement installées et crédibles. À tout prendre, c'est la question du climat des affaires qui rejaillit. Fiscalité rationnelle, sécurité, lutte contre les lourdeurs administratives, des facteurs répugnants pour l'investisseur. S'il peut avoir moins de tracasseries administratives ailleurs, il placerait son argent ailleurs. Donc il y a un agenda des acteurs publics à mettre en place pour que l'environnement des affaires soit amélioré. Pour, encore une fois, inciter et les acteurs locaux et les acteurs étrangers à mettre leur argent dans les pays d'Afrique centrale pour promouvoir cet agenda d'industrialisation. Mais transformer suppose que l'on produit en quantité. Le colloque organisé à Douala avec le partenariat des Nations Unies suggère des pistes de valorisation de l'agro-industrie présentées comme une opportunité capitale pour l'Afrique. Parlons de cette motion de soutien qui divise les syndicats de transport routier. Certains syndicalistes ne se reconnaissent pas du tout à travers cette initiative. Ils dénoncent l'imposture de leurs confrères signataires de cette motion de soutien. Ils disent être plus intéressés à suivre les programmes économiques, politiques et les programmes sociaux des autres 8 candidats à l'élection présidentielle avant de se décider le 7 octobre 2018. Des précisions dans ce reportage. Un vote effectif et massif. Une motion de soutien lue et remise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. C'est l'œuvre de certains syndicats des transports routiers qui s'alignent derrière le candidat Biya pour la présidentielle du 7 octobre 2018. Si aujourd'hui nous nous regroupons pour lui dire que nous sommes derrière lui, c'est parce que nous avions fait le tour. Il n'y a personne qui nous propose mieux que lui. Et il a engagé des chantiers
pour l'émergence de notre pays qui méritent un soutien. Nous avons des grands chantiers autoroutiers qui sont en cours d'exécution. Nous avons un certain nombre d'actions qui sont menées sur le terrain pour la viabilisation et la réhabilitation de certains axes routiers. Nous avons certaines politiques qui sont en cours au niveau du ministère du Transport, au ministère des Transports. Nous pensons que tout ceci mérite le soutien des professionnels. Et c'est à ce titre, compte tenu du contexte sociopolitique qui prévaut, nous pensons que pour la stabilité du pays, il est important que nous accompagnions le président de la République. Mais quels sont en réalité les syndicats qui ont adressé la motion de soutien à Paul Biya? La question se pose, d'autant que l'initiative divise au sein des syndicats des transports routiers du Cameroun. Des individus qui se prétendent être syndicalistes se lèvent pour prétendre adresser une motion de soutien à la candidature du chef d'État Paul Biya. Il me semble que c'est contre-positif pour la démocratie camerounaise. Et je suis convaincu en mon âme et conscience que le chef de l'État n'a pas besoin de ça pour gagner ces élections s'il s'est bien préparé. Pour le syndicat national des employés du secteur des transports terrestres, l'événement organisé à Yaoundé n'est rien d'autre qu'une mascarade et ne saurait en aucun cas engager le mouvement syndical national. Ce matin, c'était en réalité des fossoyeurs qui ont passé leur temps, depuis les indépendances, à tuer le syndicalisme pour leur fin propre. Et il me semble que ce qu'ils ont fait ce matin ne doit aucunement engager le mouvement syndical camerounais. Dans ce remue-ménage, une troisième voix s'élève, celle des syndicats qui dénoncent leur mise à l'écart dans l'organisation. Ils ajoutent par conséquent qu'ils ne sauraient accorder leur voix à Paul Biya sans avoir écouté les autres candidats. Les pionniers du transport dont nous ne sommes pas totalement ingérés. La plus approfondie. Alors, quand je maîtriserai la meilleure, c'est là où je me plierai, ça c'est clair. La cérémonie s'est déroulée en présence de 3 membres du gouvernement qui ont chacun pris la parole. Mais ont-ils réussi à convaincre? Bien malin qui pourrait répondre à cette question, dans la mesure où la motion de soutien adressée à Paul Biya semble plus que jamais diviser les organisations syndicales des transports routiers du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, l'insalubrité gagne du terrain dans certaines banlieues du 3e arrondissement de Douala. Les populations étouffent à cause des ordures, des montagnes d'ordures ménagères qui occupent presque toute la chaussée dans certains quartiers. Elles se plaignent d'avoir été abandonnées par les autorités locales. Reportage Warren Zede et Xavier Foka. Rue Chicago, au lieu d'une zone de recasement dans le 3e arrondissement de Douala. L'environnement est très insalubre. Depuis plusieurs semaines déjà, l'absence de bac à ordures amène les habitants comme cette dame à verser les ordures ménagères et bien d'autres déchets sur la voie d'accès au quartier. Selon les riverains, l'amas des déchets ainsi accumulés leur rend la vie difficile. C'est tout le quartier, tout village doit passer zone de recasement qui vient déverser la poubelle ici. Toute la zone. Imaginez-vous, les enfants doivent partir à l'école. On ne parvient pas, il y a les voitures qui circulent, les deux sens. La route est déjà divisée en moitié. Les enfants ne peuvent même pas rester dehors. Et nous-mêmes, pour rester dehors, c'est très compliqué. Les mouches, les odeurs, elles nous abondent. Qu'est-ce qu'on va faire? À quelques centaines de mètres de là, nous sommes à la rue Ciplan, qui affiche le même visage insalubre. Les mouches massées ici et là démontrent à suffisance la gravité de la situation. Les denrées alimentaires exposées ça et là ne trouvent plus d'acheteurs. Même vendre, ce n'est pas évident qu'on vende parce que les mouches sont là à tout moment. Quand tu veux servir le client, les mouches sont en train de se déposer au point où vous-même regardez, voilà la marchandise, nous sommes à quelle heure? C'est quelque chose qui vend depuis le matin. Je suis là, je n'arrive pas à vendre à cause de ça. À côté, on vend de la nourriture. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec? C'est pas facile. Parce que nous, on se débrouille aussi en route. Avec la poubelle et consorts, c'est pas facile. Les gens ne parviennent plus à consommer une bouteille de bière à cause des mouches. On est en train de partager tout avec les mouches. Et les maladies et tout ce que ça peut entraîner. Les ordures qui ont avalé plus de la moitié de ces routes rendent difficile la circulation à certaines heures de la journée. À 18h,
Les voitures qui descendent s'arrêtent. Celles qui montent après, ça s'arrête avant qu'on descende. Hein? La circulation est perturbée à partir de 18h. C'est presque coupé. La route, il y a l'embouteillage ici, les motos, les accidents, parce que la voie est réduite. Les habitants de ces quartiers disent avoir plusieurs fois interpellé en vain la société qui a la charge de ramasser les ordures ménagères. Leur quartier serait donc abandonné par cette structure. Vu la situation qui s'aggrave, ils interpellent les autorités municipales. On ne sait pas ce qui se passe. Où Isaac ne travaille plus, on ne sait même pas. Où c'est l'État, on nous voit peu. On a les endroits zéro pas, on met les bacs à ordures là, on déplace ça en bordure de route. Juste que Isaac vienne nous débarrasser de cette saleté. C'est grave. Ce qui nous surprend le plus, c'est qu'on nous demande de payer la taxe d'hygiène. De quelle taxe d'hygiène est-ce que nous payons et que nous avons ce genre de poubelle devant nous? Moi, particulièrement, je paye 12 500 l'an. C'est depuis près de 3 mois déjà que les populations de Ndokpassi en général vivent dans cette insalubrité notoire. La pression monte sur l'entreprise italienne chargée de construire un nouveau stade omnisport à Olembe, non loin de la capitale du Cameroun. La pose de la toiture est annoncée à 3 mois du délai de livraison de ce chantier. L'heure est désormais à l'accélération des travaux. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Plus que quelques assemblages et la charpente du stade Paul Biya d'Olembe sera prête à recevoir la toiture. La structure est complètement terminée, la structure béton, la structure acier-béton est terminée. Pour la toiture, on a quasiment achevé, il reste encore 3 jours de travail sur ce qu'on appelle l'anneau extérieur. L'anneau intérieur est posé, on n'a plus qu'à le lever, donc il y a une partie de levage, c'est un peu technique, mais on a encore à peu près pour un petit mois pour lever le toit. Et à partir donc de mi-octobre, on va finaliser la toiture. Dans les autres compartiments, le travail a également beaucoup évolué. Qu'il s'agisse de la tribune présidentielle que des vestiaires, en passant par les 2 stades annexes, le centre commercial, les parkings ainsi que les voies d'accès. Les stades annexes, aujourd'hui, pareil, toute la structure est finie. On a quasiment terminé l'intérieur des stades annexes. Il reste plus que les terrains de jeu à compléter aujourd'hui. D'ici 3 semaines à peu près, les terrains de jeu seront complétés. En parallèle, on travaille sur tous les lots technologiques, c'est-à-dire toute la plomberie, toute l'électricité, tous les réseaux internet, etc. Tout ça, ça travaille en même temps, en parallèle, et sur l'ensemble du stade. Comme vous avez pu voir, par exemple, pour les toilettes de la zone publique, on a fait déjà quasiment la moitié de la partie plomberie. Et donc le reste avance quasiment nuit et jour sans discontinuer. La pépinière qui va servir pour la pose du gazon est également prête. C'est 6 semaines quand il s'agit d'un gazon déroulé, et pour un gazon planté, c'est à peu près 3 mois. Sur les stades annexes, ce sera un gazon planté, donc c'est planté fin septembre, ce sera bon pour le 31 décembre, et pour le stade principal, ce sera un gazon déroulé, donc ce sera après aussi pareil fin décembre. Il faudra attendre un tout petit peu pour jouer dessus, mais fin décembre, tout sera complété et terminé. En visitant le chantier qui est en pleine ébullition, le gouverneur de la région du centre s'est réjoui des avancées enregistrées tout en maintenant la pression sur Pichini afin que le délai de décembre soit tenu. Je pense que même s'il y a une satisfaction certaine, mais il reste et il demeure que Pichini doit redoubler encore d'efforts pour pouvoir donc terminer, livrer son chantier en décembre. Beaucoup de choses ont évolué, même les voiries, même la tribune présidentielle, même les vestiaires, comme des détracteurs pensent que nous ne serons pas à mesure d'accueillir ces championnats. Nous voulons démontrer que chose dit, c'est chose faite. Avec le rythme accéléré des travaux, les 2 prochains mois s'annoncent décisifs au stade Paul Biya d'Olembe. Les responsables de Pichini promettent une bonne visibilité sur l'essentiel de ce qui est attendu ici, avant la mission de vérité qu'effectueront les experts de la CAF. Des enfants les plus démunis peuvent enfin retrouver le chemin de l'école dans un village situé à Banka, dans le département du Honkam. Là-bas, le chef de village s'est engagé à leur fournir des fournitures scolaires, mais aussi à payer les frais de scolarité pour les plus démunis. Reportage. L'école publique de Mbasse, dans l'arrondissement de Mandja, dans le Honkam, a reçu pour le compte de cette année scolaire 2018-2019 des fournitures scolaires, du matériel didactique
ainsi que des tables bancs. Cet élan de générosité est une initiative du chef du village, Mbalassi, et de certaines élites. L'école libère les enfants à aller à l'école. Nous prendrons, n'est-ce pas, des dispositions nécessaires pour que vous ne manquerez de rien. Le directeur de cette école se dit satisfait de ce don qui arrive à point nommé dans cet établissement scolaire délaissé par les pouvoirs publics. Ceci aidera les mains qui reçoivent aujourd'hui à se cultiver, à donner aussi demain. Pour dire, chers élites, que vous n'êtes pas en train de faire un don, mais plutôt un enseignement, car ces bonnes manières, suffisamment copiées, feront de ces enfants plus tard une élite soucieuse, dynamique et responsable. Mon souci majeur demeure le manque d'enseignants, puisque au courant des 2 années dernières, mes 2 enseignantes furent... Par ce geste, les élites entendent promouvoir l'éducation dans cette localité. J'ai fini mes premiers cycles ici et je suis revenu au village. J'ai vu que l'école n'est plus comme avant que nous avons commencé et j'ai sollicité mettre la main dans la pâte pour faire tout ce que j'ai fait avec le soutien de Sa Majesté Ngangou Sylvestre. Élèves et parents saluent cet élan de cœur à leur endroit. Je dis merci à tous ces sénateurs qui nous ont remis ce cadeau et qui nous a aidés pour l'école. Par rapport à cette circonstance, grand merci à tous ceux. Grâce au chef du village Mbalassi et des élites, les élèves de l'école publique de Mbasseux passeront une année scolaire dans de meilleures conditions. Un concours de beauté, celui de Miss Ngwon 2018, est d'ores et déjà lancé avec l'étape des présélections dans la ville de Douala. Elles sont 8 candidates retenues pour cette première étape après plusieurs tests et épreuves qui ont permis de voir ces candidates rivaliser d'intelligence, de beauté, mais aussi de maîtrise des us et coutumes du peuple Bamoun. Reportage. L'élection de la plus belle femme Bamoun se déroulera le 6 décembre à Fumban durant la 547e édition du Ngwon. Mais avant le grand jour, l'étape des présélections est un moment capital. La ville de Douala a ouvert le bal avec 22 candidates, toutes aussi belles les unes que les autres. Devant les membres du jury, triés sur le volet, et les invités de marque, les filles ont défilé dans leurs plus belles tenues de ville, de soirée et tenues traditionnelles. Pour mériter la couronne de la Miss Ngwon, il ne faut pas se contenter d'être belle. Les 22 candidates ont été testées sur des questions de culture générale et connaissance du peuple Bamoun. Et 8 d'entre elles ont été retenues à l'issue des différentes épreuves. Notation sur 100 points qui alliait la beauté physique, vestimentaire, la chorégraphie et aussi la culture générale. Voilà les critères qui ont été retenus pour retenir ces 8 candidates. Au départ, je n'étais pas dans le truc en fait, quand on faisait les entraînements et tout. Mais bien après, je me suis dit pourquoi pas moi. Je me suis mise dans le truc en fait. J'ai donné le meilleur de moi comme je pouvais, à partir de mes coachs qui m'ont beaucoup encouragé, ma famille, ma maman, tout le monde. L'élection de l'ambassadrice du peuple Bamoun fait partie des activités phares du Ngwon. Elle bouclera la journée dédiée à la femme Bamoun le 6 décembre prochain à Fumban. Une Miss du peuple Bamoun doit avoir non seulement la beauté, la plasticité externe, elle doit être belle intellectuellement aussi, elle doit être belle physiquement, elle doit être belle intellectuellement, et puis elle doit savoir faire la cuisine, vous aurez un concours d'art culinaire, elle doit savoir danser à la manière des Bamoun. Bref, nous sommes en train d'amener nos jeunes d'aujourd'hui qui tendent vers la mondialisation à retourner à leur source et à comprendre leur culture. Les candidats ont été évalués sur des critères assez objectifs qui se basent sur l'idéal de la femme Bamoun. L'idéal de la femme Bamoun qui est ancré sur nos traditions et nos cultures. Grâce au sponsor officiel de l'élection Miss Ngwon, les cagnottes ont nettement été revues à la hausse cette année.
750 000 francs CFA pour la Miss, 300 000 francs CFA pour la première dauphine et 200 000 francs CFA pour la troisième dauphine. Et bien d'autres lots remis par les différents partenaires. D'où le travail de fourmi mené par le comité d'organisation de cette élection afin que l'événement soit un succès total. Miss Ngone, c'est un concours de beauté hors du commun parce qu'elle a cette particularité que nous, par souci d'offrir du show, un spectacle magnifique à notre public, nous contactons les candidates inscrites à l'avance, nous les formons, nous travaillons avec elles sur la chorégraphie, la démarche, la gestuelle, et je peux dire que les préparatifs se sont plutôt bien passés. C'était carrément un magnifique spectacle. Toutes les 22 candidates ayant pris part aux présélections dans la ville de Douala ont reçu des parchemins et des lots des partenaires. Après Douala, rendez-vous le 10 novembre à Foumban pour les présélections des régions de l'Ouest et du Centre, qui dévoileront 16 candidates. Elles seront donc 24 candidates à prendre part à la finale de Miss Ngone 2018. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox Soir. Serge Alain. Voilà, ils sont venus, ils se sont procurés le livre, mais ils sont repartis sans la dédicace de l'auteur. Une réédition où tout le monde cherchait le président Paul Biya, auteur de ce livre, Le libéralisme communautaire, réédité cette année 2018 en période de pré-campagne présidentielle. Vous l'avez dit, certains auraient aimé rencontrer l'auteur de cet ouvrage qui a, dans ses pages, décliné son idéologie politique pour le développement économique, social et culturel du Cameroun, mais en vain, le chef de l'État, Paul Biya, était absent durant ces différentes cérémonies de dédicace de cet ouvrage réédité et rendu public depuis quelques semaines au Cameroun et dans le reste du monde. Tout le gratin politique, administratif et même économique de la ville de Douala est venu rendre hommage à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, au capitaine d'industrie. Kadi de Fosso Joseph, obsèque officielle décrétée par le chef de l'État qui sera représenté par Niat Marcel Difendi, président du Sénat et deuxième personnalité du Cameroun. Les obsèques qui vont se poursuivre dès demain à Bana jusqu'à samedi. Obsèques officielles pour rendre hommage à ce bâtisseur, vous l'avez dit, un pionnier dans l'industrie agroalimentaire au Cameroun, mais aussi dans l'Afrique subsaharienne. Et vous avez noté la présence des personnalités de premier rang qui sont venues assister à cette messe pontificale. Elles sont également présentes à la grande veillée qui se déroule depuis quelques heures ce soir du côté du domicile du défunt à Bonanjo, quartier administratif de Douala. Voilà, vous l'avez compris, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric Noufelé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Voilà, dans un instant,